Bienvenue dans les entretiens d'Au cœur de l'histoire. Il y a 20 ans sortait le film Gladiator. Et cette année, en 2024, c'est au tour du film Gladiator 2 d'arriver sur nos écrans. Et pourtant, la gladiature est assez mal montrée dans ces films, très loin de la réalité. Alors, à Europe 1, on a décidé d'organiser un véritable combat de gladiateurs pour vous présenter exactement ce qu'est la gladiature. Alors, nos gladiateurs, vous en connaissez certains, vous allez les reconnaître peut-être, si vous regardez d'autres émissions, comme Pascal Praud et vous, ce sera la surprise. Mais pour commencer cet entretien qui va se passer en vidéo sur YouTube, vous pouvez tout voir bien entendu, mais aussi sur les plateformes de podcast, j'ai le plaisir de recevoir le plus grand spécialiste de la gladiature. Bonjour Éric Tessier. Bonjour Virginie. Alors, ça va être très simple, on va poser un petit peu les bases de la gladiature. Donc tout d'abord, quelles sont les origines de ce sport ? C'est des origines très lointaines qui ne sont pas romaines, c'est des Grecs, des Étrusques, qui ont commencé par faire des combats funéraires à l'occasion de la mort d'un personnage célèbre. C'est des combats qui sont faits là pour honorer le défunt, et c'est en public, et c'est des combats qui peuvent aller jusqu'au premier sang versé, voire à la mort. C'est l'origine que les Romains vont adopter après. On a toujours l'impression dans les films que les gladiateurs sont des esclaves, qu'ils sont là pour servir les plaisirs des méchants romains, mais la réalité est un peu plus complexe que ça. C'était effectivement des esclaves jusqu'à l'affaire Spartacus, et ensuite ce sont des professionnels du spectacle. Pourquoi Spartacus est une charnière dans le monde de la gladiature ? Ben oui, c'est très important. Spartacus est 73 avant Jésus-Christ, c'est un esclave gladiateur qui se révolte, pas forcément pour libérer les autres esclaves, il voulait justement éviter ce sort. Et c'est vrai qu'on va passer à ce moment-là de la gladiature contrainte à une gladiature volontaire. Les Romains ont compris que c'était très dangereux d'avoir des milliers d'esclaves sans perspective de carrière ni même de vie. Donc, soit on supprimait la gladiature, soit on la faisait évoluer. Et donc, ils ont finalement fait le choix de gladiateurs professionnels, c'est-à-dire des gens qui vont choisir ce métier, plutôt à risque, mais où la mort, du coup, n'est pas systématique, où on va exécuter seulement les mauvais gladiateurs, ceux qui combattent mal, mauvaise technique, manque de courage. Donc, c'est une gladiature qui va évoluer vers une gladiature technique, avec des différents types de gladiateurs. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec justement cette variété de panoplie de gladiateurs. Bon, alors, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez bien vu que nous sommes dans les bureaux d'Europe 1. Normalement, les combats ont lieu dans des arènes. À quoi ressemblent-elles ? L'arène, d'abord, l'arène, c'est le sable, c'est une piste avec du sable, aréna. Ça peut être le forum, ça peut être des cirques où il y a les courses de chevaux. Mais en fait, les Romains vont inventer un monument particulier, un amphithéâtre, où tout peut se voir. C'est des arènes, une piste qui est elliptique. Ça permet donc de ne pas avoir d'angle mort. Et donc, c'est une représentation de la société, c'est-à-dire que la barbarie est au cœur du combat sur l'arène. Et puis la société, la civilisation, finalement, se reconnaît dans les gradins avec toute une hiérarchisation. Plus on est haut dans la société, plus on est bas dans les gradins, mieux on est placé. Et bon, en haut, il y a les esclaves, les femmes, qui sont évidemment, mais qui sont quand même conviés au spectacle. Mais tout en haut. Eh bien, mon cher Éric, je vais vous faire découvrir l'arène d'Europe 1 et vous verrez qu'elle est spectaculaire. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs sur les plateformes à nous écouter en vidéo sur YouTube pour découvrir l'arène d'Europe 1. Et voilà nos gladiateurs. Ave César, Moriturite, salutant. Ils sont bien mes gladiateurs. Ils sont très bien, ils sont magnifiques. Donc ceux qui nous regardent sur YouTube ont peut-être reconnu Olivier Guénec. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Et malheureusement plus difficile à reconnaître à cause de son casque, Laurent Tessier. Bonjour à tous. Alors d'ordinaire vous n'êtes pas au cœur de l'histoire, vous faites partie de l'émission Pascal Praud et vous de 11h à 13h tous les jours sur Europe 1. Et là aujourd'hui Olivier Guénec, on vous a vu dans beaucoup de tenues quand même sur Europe 1. Ah oui, c'est tout autre chose, effectivement, Virginie. Aujourd'hui vous êtes un rétière, qu'est-ce que vous ressentez dans votre panoplie ? Alors écoutez, je me sens extrêmement léger, je n'ai quasiment aucune protection contrairement à Laurent et ce filet de pêche que j'ai avec moi est extrêmement compliqué à maîtriser. Éric, est-ce que vous pouvez nous décrire la panoplie de ce magnifique Olivier comme ça qui est en rétière ? Il est très beau. Alors ce rétière, justement, l'origine du nom, c'est le filet reta. Donc c'est pas un filet de pêche parce qu'il est beaucoup plus lourd, c'est vraiment pour être lancé et pour entraver l'adversaire. Deuxième élément, c'est pas une fourche, c'est pas un paysan, c'est un trident. Donc c'est d'inspiration d'un pêcheur, c'est pas une inspiration militaire. Et donc le trident, c'est une arme qui est très, très dure parce qu'on peut l'utiliser avec deux mains.
Et enfin, donc, il a une dague, parce qu'il peut perdre ces différents éléments, cette dague, pour finaliser le combat donc, au corps à corps. Alors, comme il a dit, il est très peu protégé. Mais les apparences sont trompeuses, hein, parce qu'il est très léger, il peut courir très vite. Au début, c'est une proie que le sécutor doit poursuivre, mais il s'échappe et après, il revient pour attaquer. Et sa seule protection, c'est sa manica, protection du bras, prolongée, il n'y a que lui qui l'a, par ce galerus. Ça sert à la fois de protection pour le visage, pour la tête, il peut s'abriter un peu derrière, quoi. Vous êtes magnifique en sécutor. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, il fait très chaud, le casque est très lourd, le bouclier est très lourd. C'est complètement l'inverse de Monsieur Boubouk. Alors, le sécutor, c'est vraiment l'anti-rétière. L'anti-rétière parce qu'il a un casque vraiment spécifique qui peut encaisser des coups sur la face et aussi avec ce cimier très particulier, il peut se débarrasser du filet en pouvant baisser Le cimier, c'est la crête qu'il y a sur le casque. Crête, voilà. Oh, mais quel talent! C'est pas évident, il est très bon. Attention, sécutor, hein, un rétière qui est solide. Hein. Donc, il a ce casque qui a été vraiment étudié par rapport à cette panoplie, et puis il a un grand bouclier, il a une petite jambière, c'était pas la peine d'en avoir des grandes puisque le bouclier lui est grand, et donc il a sa protection de bras sur le bras droit, parce que le côté gauche est préservé par le grand bouclier, et donc une dague ou un glaive court qui lui permet justement de porter des coups au rétière. Ça permet d'avoir l'opposition des contraires et d'avoir un équilibre entre ces deux combattants. Alors, en général, les gladiateurs ne sont pas seuls sur la piste, il y a un arbitre avec eux, et puis ils dépendent aussi d'un laniste. À quoi ressemble la constellation des gladiateurs? Parce que finalement, ils ne sont pas seuls. C'est toute une micro-société, c'est-à-dire qu'il y a le laniste, la lista, ça veut dire le marchand de viande en fait. Hein, c'est l'impresario, c'est celui qui va vendre ou louer ses gladiateurs. Il va les entretenir, il va leur faire signer des contrats puisqu'ils sont professionnels. Et puis il y a avec lui les doctores, c'est-à-dire souvent d'anciens gladiateurs brillants qui ont fini leur contrat, leur carrière et qui vont entraîner les rétières si c'était un ancien rétier ou les sécutors si c'était un ancien sécutor. Et puis il y a le petit monde de ces écoles de gladiateurs qu'on appelle aussi des familles de gladiateurs, où il y a les femmes, les épouses, il y a les enfants, il y a d'anciens gladiateurs blessés qui n'ont pas fait une super carrière, qui vont faire la cuisine ou des choses comme ça. C'est vraiment toute une société qui permet de fournir des champions. On en a deux exemples là, ici, qui vont être payés très cher par l'empereur ou par les notables dans les provinces. Il y a 250 amphithéâtres dans le monde romain. Donc c'est toute une économie qui gravite autour de ces combattants. Alors les combats sont extrêmement violents. Est-ce qu'ils durent longtemps? Parce que quand on les voit comme ça, on se dit qu'avec le poids du casque, avec le filet, en quelques minutes, c'est plié. Ben oui, c'est ça. Souvent, dans les films, on voit des combats qui durent, surtout avec les héros à la fin, avec des grands glaives. Ils se battent un peu comme D'Artagnan, il faut le dire. Ben non, là, c'est des combats qui sont explosifs. C'est un peu comme le judo, même comme les sumo. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée en peu de temps. C'est pour ça aussi qu'il y a des arbitres pour arrêter le combat, leur permettre de se remettre en position. Mais ça dure 3, 4, maxi 5 minutes pour des grands champions. Donc il y a vraiment beaucoup d'intensité sur ce combat qui est vraiment très attendu par la foule. Alors d'ailleurs, en général, on a l'impression qu'il commence le combat par une phrase célèbre, Ave Caesar, moritori, te saluotant. Est-ce qu'ils disent vraiment ça pour commencer les combats? Et non, ça fait partie des très très nombreuses idées reçues de la gladiature, transmises par les peintres d'abord, puis par le cinéma. Pas Ave Caesar. Et non, pas de César, ça a été dit une seule fois. C'était même pas un vrai combat gladiateur, c'était un combat naval devant l'empereur Claude. Et c'était pas des pros, c'était des esclaves là, qui étaient soumis finalement à un combat un peu à mort, quoi. Alors on a une autre image de la gladiature, c'est que l'un d'eux va devoir mourir. Alors on va le faire un genou à terre d'abord. Alors, pas vous avez été blessé. Voilà. Genou à terre. Genou à terre, tu peux poser donc ton bouclier. Donc voilà, il en peut plus, il a été blessé, il demande sa grâce, il lève le bras. Et là, c'est la reine qui va décider, et puis surtout l'éditeur, celui qui a payé justement pour ça. Et là, l'éditeur, il va passer de la location à la vente. Ah, donc oui, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Et si le public décide qu'il n'a pas bien combattu, qu'il n'a pas été assez courageux, c'est technique, eh bien le sécutor, comme si c'était un procès, donc sera l'exécuteur des hautes œuvres, et donc il va procéder à l'exécution. Donc il va placer donc sa dague au-dessus de la clavicule gauche, oui. Et il va à deux mains appuyer très fort là-dessus. Ce qu'on ne fera pas, rassurez-vous. Verticalement, et bon, ça va aller jusqu'au cœur.
C'est instantané, une légère sensation de fraîcheur et tout va très bien. Alors, on ne va pas vous tuer pour de vrai, bien évidemment. D'ailleurs, il y a un autre geste. On dit qu'il y a le public en général qui prend la décision ou pas de tuer, comme vous avez commencé à l'expliquer. Et on raconte que le public fait pouce levé ou pouce baissé pour annoncer la mort ou la demande de grâce du gladiateur. C'est vrai ça? Eh ben encore une idée reçue des péplums, mais créée par un peintre français en 1872, un grand tableau, Pulice Verso. Ben, c'est une mauvaise traduction en fait. Il faut s'imaginer dans l'arène du Colisée, 50 000 places, si on devait compter les pouces levés ou les pouces baissés, on y serait encore, quoi, parce que bon, 50 000 d'un coup, on va s'y tromper. Donc non, il y a des façons plus simples, c'est-à-dire que pour demander la grâce, ce qui est quand même la majorité des cas, on va agiter une mappa, c'est-à-dire la serviette, un mouchoir, un grand mouchoir. Donc là, c'est visuel, l'empereur ou l'éditeur voit la tendance. Et si on ne veut pas qu'il soit gracié, si on ne veut pas qu'il soit renvoyé, missio, eh bien, on va le mettre, c'est pas le pouce qui est retourné, c'est toute la main qui est dirigée vers, et donc pour dire Yugula, égorge-le, quoi. Bien, merci à nos gladiateurs d'Europe 1. On vous retrouve tous les jours de 11h à 13h, madame, bien sûr. Avec Pascal Praud. Et on accueille dès maintenant. Et ils continuent les combats, ils sont taquins. Là, maintenant, ils sont fans, je veux dire. Oui. Ils vont changer de métier, je crois. Je pense, oui. Mais ils vont devoir se faire former par Gladia Armatura. Bienvenue à nos véritables gladiateurs. Ah, ils sont beaux, quand même. Alors, attendez, on va vous présenter, messieurs. Alors, on commence par vous. Vous êtes l'arbitre, bonjour. C'est bien ça, donc je suis le Soumaroudis, qui va arbitrer ce combat. Et à côté de moi, j'ai un trace, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment se caractérise votre panoplie? Alors, j'ai un petit bouclier, j'ai une dague qui est assez spécifique, qui est la seule recourbée, et j'ai de grandes ocréas. Qui sont des jambières? Qui sont des jambières, voilà. Vous êtes assez impressionnant. Je sais, ouais. Et de l'autre côté, nous avons l'opposé du trace, c'est le mirmillon. Bonjour, Ave. Merci. À quoi ressemble votre panoplie? Vous pouvez nous la décrire? Alors, je suis un gladiateur beaucoup plus lourd, qui va avoir du mal avec le déplacement, muni d'un grand bouclier, qui ressemblait fortement à celui du sécutor, que vous avez pu voir tout à l'heure. Et je suis la version un petit peu, on va dire, avant. Et j'ai une dague beaucoup plus courte, contrairement au trace, qui lui va être plus agile. Eh bien maintenant, messieurs, je pense qu'il n'y a plus qu'à faire une démonstration. Nous allons nous écarter de l'arène et vous laisser la piste d'Europe 1. Gladiatore, Salue. Custodia. Pugnate. Perseverate. Intermite. Pugnate. Allez, perseverate. Intermitite. Ouais, ok. Custodia. Ultimum. Pugnate. Intermitite. Gladiatore. Quel combat, messieurs, c'est tellement impressionnant. Vraiment, j'invite tous nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter en podcast de se rendre sur le YouTube d'Europe 1 pour aller voir ce combat exceptionnel, réel, avec des grands gladiateurs qui se sont battus extrêmement courageusement. Mais on a l'impression qu'on a une sorte de match nul. C'est possible, Eric? Ben oui, tout à fait. On ne les voit jamais dans le film parce qu'on a le principe que les Romains sont cruels, ils viennent là pour le sang. En fait, non, ils viennent là pour voir la qualité du combat. Et parfois, les gladiateurs n'arrivent pas à se départager. L'arbitre, qui est là pour témoigner de la réalité de leur engagement, peut proposer à l'éditeur et au public stantes missi, c'est-à-dire ils sont renvoyés tous les deux debout. Il n'y en a pas un des deux qui va repartir les pieds en avant. Donc c'est quelque chose qui existe, qui a testé et qui montre que l'image qu'on se fait des gladiateurs est très très loin de la réalité. Eh bien, bravo pour le sens de l'honneur. Messieurs, vous resterez debout pour aujourd'hui. Merci à Gladia Armatura, une association de reconstitution exceptionnelle. Sans vous, on n'aurait pas eu de combat de gladiateurs aujourd'hui à Europe 1. Donc, merci d'être venus participer à ce combat légendaire qui, grâce à vous, chers auditeurs, fera le tour de la toile, j'en suis certaine. Merci à vous, Éric Tessier, le plus grand spécialiste de la gladiature en France. On retrouve votre dernier livre en librairie, Gladiateur, l'histoire et le mythe,
paru aux éditions Glénat. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité qui permet à Au cœur de l'histoire de vous offrir plein d'histoires tous les jours, jusqu'à des combats de gladiateurs. Et on vous retrouve tous les jours en podcast sur toutes les plateformes et également, bien sûr, sur le site d'Europe 1 et pour cette émission particulière sur le YouTube d'Europe 1. À bientôt.